Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je reçois sur So Sweet Planet Marine Calmet pour son livre Devenir gardien de la nature, sous-titré Pour la défense du vivant et des générations futures. Marine Calmet est juriste en droit de l'environnement et porte-parole du collectif Hors de question, Hors OR, qui s'oppose au projet Montagne d'Or et à l'industrie minière en Guyane. Marine Calmet milite pour la défense des droits de la nature. Donc je reprends le texte qui est sur ton livre, un pied en Amazonie et l'autre en métropole. Elle élabore de nouvelles réponses à la crise écologique, inspirées de l'intelligence des écosystèmes et des savoirs des peuples autochtones. À 30 ans, elle est présidente de Wild Legal, une association qui s'est donnée pour mission d'être une école et un incubateur pour les prochains procès en défense des droits de la nature. Experte auprès de la Convention citoyenne pour le climat, elle se bat pour la reconnaissance du crime d'écocide. Bonjour Marine et bienvenue sur So Sweet Planet. Merci et bonjour. Ce qui m'a beaucoup plu dans ton livre, donc Devenir gardien de la nature, c'est que en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait croire en voyant ce livre comme ça sur bien que la couverture soit très belle, parce qu'on pourrait voir le livre sur une table d'une librairie et puis avoir un peu des préjugés parce que en fait, c'est beaucoup plus intéressant et intelligent qu'un simple livre qui surferait sur la tendance du moment, genre une aventurière des temps modernes, écoféministe, engagée sur les questions écologiques, qui serait allée en pleine jungle, en Amazonie, avec les peuples autochtones. Et c'est beaucoup plus profond que ça. Ce livre, ton livre, et c'est très bien construit à plusieurs niveaux parce qu'il y a à la fois ton parcours personnel, donc comme un journal qui est assez captivant. Il y a l'aspect juridique, puisque tu es juriste, qui, sans être ennuyeux, je le précise, nous permet de mieux comprendre de l'intérieur ce à quoi vous vous attaquez. Je dis vous parce que là, c'est au pluriel, donc avec les personnes qui t'accompagnent, notamment donc ce à quoi vous vous attaquez, notamment au travers de ces 3 années de mobilisation contre les industries extractives en Guyane française. Et cela nous permet aussi de mieux comprendre où ça bloque. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi, parce que vu de l'extérieur, on ne comprend pas très bien quelquefois. Donc, tu nous refais aussi le contexte historique et ce qui est pas négligeable par rapport à la Guyane française, que l'on connaît si mal. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est ton attitude avec cette perpétuelle remise en question de ta compréhension des choses, de la façon dont vous vous y prenez, de la façon dont on peut militer. Tu observes beaucoup, on va le voir dans l'interview, lorsque tu es allé sur place auprès des peuples autochtones. Donc, tu observes beaucoup pour vous donner les moyens de faire vraiment avancer les choses et de réussir. Et tout ça à la fois ponctuellement sur des cas concrets sur lesquels tu t'engages, puisqu'il y a eu pas mal d'autres cas aussi avant ce livre, mais aussi pour faire advenir ce changement profond de société, de paradigme, ces modifications structurelles que tu souhaites et dont nous avons maintenant tous besoin sur cette planète. Et d'ailleurs, tu résumes, je trouve, assez bien tout ça dans les dernières pages de ce livre, page 191. Tu écris: si je raconte tout cela, ce n'est pas dans le but de faire l'éloge exotique de ces peuples d'Amazonie ou d'essayer de dépeindre un tableau paradisiaque d'une civilisation qui pourrait être le nouveau fétichisme des écologistes métropolitains, mais bien pour interroger notre relation à la nature, sa place dans notre imaginaire collectif et son rôle dans nos apprentissages. Donc, dans ce livre, tu expliques pourquoi il est urgent de réaliser de profonds changements de société. Est-ce que tu peux déjà nous dire comment toi, tu t'es éveillé à ces préoccupations environnementales? Est-ce que ça a été une évolution progressive ou est-ce qu'il y a eu un moment de bascule, un déclic à un moment précis? Quel a été le point de départ de tout ça? Alors déjà, merci pour ce beau résumé du livre, et puis tous ces compliments. J'espère que ça donnera envie à d'autres, de se pencher sur ce livre. Alors effectivement,
Je crois que chez moi, il y a eu plusieurs temps de déclic, en fait. J'ai eu de la chance parce que je suis née dans une famille, où mon père m'a enseigné l'amour de la nature très jeune. Lui, il était biologiste et a partagé donc tout ce savoir qu'il avait sur la nature depuis l'enfance avec nous. En tant que, justement, plongeur, on partait découvrir les océans ensemble. Il m'apprenait, le nom des poissons, mais aussi, dans nos randonnées, le nom des plantes et c'est pas rien, c'est quelque chose de très important, je pense, justement, sur, l'ouverture à la nature et ensuite, j'ai eu plusieurs étapes puisqu'à travers ma formation en tant que juriste, j'ai choisi par curiosité de m'intéresser à la question du droit de l'environnement et déjà, à la période, de l'université, j'avais choisi de faire du droit comparé. C'est-à-dire pas d'apprendre, uniquement le droit, de l'environnement en France, mais aussi de le comparer avec le droit alors en l'occurrence, moi je faisais du droit comparé allemand et donc je comparais, ce qui n'allait pas, en Allemagne et ce qui n'allait pas en France. J'essayais de trouver des solutions entre les 2 et il se trouve que je me rendais bien compte que, bah, on n'avait peut-être pas les mêmes règles, mais en fait on arrivait au même résultat complètement problématique et donc je me suis dit: «Mais c'est peut-être pas finalement une question de droit, c'est peut-être une question de culture». Et donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai essayé de faire un pas de côté, aller voir vraiment dans d'autres civilisations, quelle était la relation à la nature et donc c'est vraiment en travaillant, en découvrant la Guyane, en travaillant avec les peuples autochtones que j'ai fait ce pas de côté et que je me suis rendu compte qu'effectivement, le droit n'était que, en fait, la transposition, l'écriture de notre relation avec la nature. Mais le plus profond des problèmes, c'est finalement, cette culture que nous avons de détruire la nature, de nous en servir comme objet et donc évidemment, de ne laisser aucune place, en fait, à ces écosystèmes dans notre société. Donc il y a évidemment, un changement de paradigme qui s'est opéré à ce moment-là. Là, c'était mon déclic, c'est-à-dire que de comprendre que c'était un bouleversement culturel qu'il fallait opérer et pas juste, justement, une modification de la loi et donc évidemment ensuite, j'ai fait mon petit bout de chemin en Guyane en apprenant, en écoutant. Donc c'est comme tu l'as dit, vraiment en écoutant, en me formant, en allant à la rencontre des personnes en Guyane que par la suite, j'ai fait mon petit bout de cheminement pour tenter de proposer justement une nouvelle relation avec le vivant et aussi des modifications de notre droit, puisqu'en tant que juriste, c'est aussi mon rôle de réfléchir à ces questions et donc voilà un petit peu ce cheminement qui m'a pris, de nombreuses années et à travers lesquelles justement j'essaye de guider mon lecteur parce que je ne voulais pas, donner, une manière de faire clé en main, qu'est-ce que c'est être gardien de la nature? Pour moi, c'est vraiment un cheminement de toute la vie et Oui. donc c'est traverser des étapes progressives et justement en faire, en fait, son un peu son leitmotiv de vie, c'est-à-dire devenir profondément, gardien de la nature et s'imprégner justement de cette connaissance, de vivre la nature et de la défendre, au quotidien. Voilà, alors c'est effectivement, comme tu dis, tout un parcours et puis, on le voit dans ton livre, c'est quand même truffé d'embûches et de il faut quand même une bonne dose de persévérance. Mais, ce qui est intéressant, c'est que en fait, toi, tu as décidé d'aller vraiment dans le concret, quoi et ça, pour ça, vraiment, félicitations parce que c'est vraiment une mise en mouvement concrète, là, pour du coup. C'est pas, ça pourrait rester théorique et puis, justement rester au stade de signer des pétitions ou, comme tu le dis dans ton livre, au bout d'un moment, c'est un peu frustrant aussi et alors dans le préambule, tu établis un lien, que j'ai trouvé très judicieux avec Galilée et Copernic et leur découverte et les résistances qu'elles ont provoquées à l'époque dans leur, contexte. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce passage? Alors oui, en fait, j'ai toujours été fascinée par la pièce, de La vie de Galilée de Bertolt Brecht parce qu'il raconte la vie, donc de Galilée, ce chercheur qui justement grâce à la lunette, donc cet outil qui lui a permis d'observer les étoiles, a pour la première fois pu démontrer qu'effectivement la Terre n'était pas le centre de l'univers comme le disaient, les écrits bibliques et comme l'interprétait évidemment l'Église dans la volonté justement de placer l'homme, la création divine, au centre de tout. Et ça, c'est pour moi, une chose essentielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'effectivement dans notre société, l'homme est absolument persuadé d'être le centre de toute chose et que tout nous appartient, nous sommes au-dessus de tout
Nous sommes au centre de cet univers et donc nous devons assouvir nos besoins, nos volontés, dominer la nature et je pense que c'est effectivement, c de là que vient le mal finalement, cette absence de conscience que nous appartenons au vivant et que nous ne sommes pas justement le centre du monde et que le monde ne tourne pas autour de nous, à nous servir, voilà, comme on se sert aujourd'hui de la nature comme garde-manger, comme mine, comme en Guyane, c'est-à-dire comme ressource extractive et donc ce qui m'intéressait dans le parallèle avec cette pièce qui est formidable de Bertolt Brecht, c'est qu'il, à la fois, il explique tout ce bonheur qu'a Galilée de découvrir quelque chose de complètement nouveau et d'être en capacité pour la première fois de démontrer véritablement grâce à la science qu'il a raison, que, les modèles qui étaient, jusqu'ici, appliqués étaient faux et il a cette, joie un peu enfantine d'apporter le savoir, en fait, au public. Il parle, des femmes sur les marchés, des enfants à l'école et c'est quelque chose qui m'imprègne énormément parce que j'espère justement qu'aujourd'hui, je le vois d'ailleurs notamment avec la loi climat, la question climatique, elle est discutée dans les marchés, elle est discutée, dans les rues, dans les cafés. Aujourd'hui, la question du climat, elle est partout, elle n'est plus réservée justement à un petit monde, de scientifiques et donc je fais ce parallèle parce que justement la science est en train de prendre le relais sur, le cercle très fermé, de ceux qui détiennent le savoir et justement grâce à ça, il est en capacité de démontrer que ce modèle qui nous était dicté jusqu'ici, ce n'était qu'un dogme, c'était faux et que donc il faut le remettre en question. Et de la même façon, aujourd'hui, on le voit bien, la question du climat, d'extinction des espèces et tout ça, elle est démontrée par les scientifiques, les citoyens s'en emparent et sont capables d'avoir aujourd'hui un débat construit permettant de remettre en question le modèle capitaliste, extractiviste, globalisé, libre-échangiste et c'est vraiment une révolution profonde, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, dire au peuple, en les regardant de haut: «Mais vous ne vous inquiétez pas, la main du marché va réguler, les richesses, il y a, un effet de ruissellement, les riches vont vous reverser quelque chose, c'est évident. Quand les riches vont bien, tout le monde va bien». Aujourd'hui, on voit bien que c'est absolument faux, mais en plus, on a ces connaissances vis-à-vis de la nature qui nous permettent aussi de dire pourquoi c'est faux et pourquoi ce schéma de développement n'est plus acceptable. Et donc, j'essaye, à travers ce parallèle avec Galilée, de démontrer que justement c'est en apportant ce savoir à tous qu'on peut remettre en question aussi notre culture et changer complètement notre mode de la façon dont on voit le monde. À l'époque, j'imagine assez bien le tremblement de terre que ça a dû être pour des personnes qui s'étaient toujours imaginées comme le centre de l'univers, d'un coup réaliser que non, l'humain était dans le vide, projeté quelque part dans l'espace, tourné autour d'autres planètes. Eh bien, de la même façon, aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce tremblement de terre, il faut que l'humain comprenne qu'il fait partie de cette communauté du vivant, qu'il n'a pas justement à entretenir des relations de domination vis-à-vis des autres espèces et que nous devons trouver absolument un mode de vie qui soit apaisé, qui soit compatible avec le fonctionnement, du vivant et donc aussi les règles de la physique, de la chimie, de la biologie et c'est ça qui je trouve fascinant, c'est que pour une fois, on peut s'en référer à la science pour donner beaucoup de pouvoir à nos citoyens pour remettre en question ce système. Tu montres bien en même temps que les résistances ont été très violentes Ah, quand au ils ont sein f de oui, oui, au sein de l'Église, c'était une remise en question des écrits, sacrés. Donc évidemment, ça a été très violent. Galilée, a dû, renier sa parole. Pourtant, il savait qu'elle tournait, eh mais oui. il a dû, revenir, et se protéger lui-même et c'est évidemment, aussi dans cette histoire ce qui rend le personnage aussi fascinant. C'est qu'il a dû garder pour lui-même, mais à l'époque, il risquait le bûcher. C'est-à-dire qu'heureusement aujourd'hui, dans la parole, en démocratie comme en France, heureusement, on ne risque plus ce genre de sanctions, même si on est, il faut le dire quand même, souvent marginalisé par nos prises, de position et je le vois d'ailleurs et actuellement ça m'inquiète justement beaucoup, cette chasse aux sorcières qu'il y a parfois contre justement des représentants, des mouvements écologistes, où on sent, des prises de parole politiques de plus en plus, ferme, de plus en plus condamnant le modèle écologiste, dénigrant, stigmatisant les propos, soulevés par les représentants politiques écologistes. Ça m'inquiète parce que ça me fait penser à cette censure de l'Église à l'époque qui a voulu faire taire, de la même manière, Galilée et puis, les autres scientifiques qui remettaient en question le système.
Et je pense que le parallèle est très intéressant parce que justement aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer à s'appuyer sur la science, les faits et continuer évidemment à diffuser cette parole parce qu'en fait, ce qui a été très intéressant dans cette révolution copernicienne, c'était que c'était la lunette, le fait que chacun puisse posséder le microscope pour regarder lui-même vers les étoiles, qui a fait que l'Église n'a Mmh. pas pu tenir bien longtemps face à ce dogme que tout un chacun pouvait remettre en question finalement en simplement pointant un microscope vers l'espace. De la même façon, aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons la radio, le téléphone, les informations circulent tellement vite que si justement cette prise de conscience et ces paroles sont diffusées, alors je pense que justement ces dogmes ne pourront plus tenir très longtemps et on ne pourra plus étouffer la voix de ceux qui veulent faire entendre un nouveau modèle, faire naître un nouveau modèle en fait, à la fois juridique, politique, économique. Mais on est dans cette, et j'en parle dans le livre, c'est-à-dire ce cheminement à travers 3 étapes. D'abord une idée dont on rigole, dont on se moque, puis une idée qui fait peur et je pense qu'on en est là. L'idée fait peur aujourd'hui de ce changement de paradigme absolument nécessaire et puis demain, nos enfants trouveront complètement aberrant le système dans lequel on a vécu aujourd'hui et se demanderont bien comment on a fait pour supporter ça aussi longtemps. Donc on en est à la deuxième phase pour moi. Les idées font peur, elles sont stigmatisées, il y a des confrontations, qui sont devant nous, et qu'on traverse actuellement d'ailleurs et puis demain, heureusement, on aura, j'espère, atteint ce stade où, la pensée écologiste sera absolument mainstream et on ne reviendra plus jamais en arrière. Ça me fait penser au film La Belle verte de Colin Serrault. Complètement, mais complètement, La c'est ça. phase 3, parce que là, on n'y est pas encore quand même à la phase 3 ni Non, non, ça prend, je pense, mmh, plusieurs générations. D'ailleurs, Galilée est mort, hein, avant de voir, en fait, son œuvre, devenue justement, commune. Toute sa vie, il a dû garder le silence après, avoir renié, ses convictions. Alors, heureusement, j'espère ne pas jamais en avoir à arriver là, mais n'empêche qu'il est évident que pour changer les mentalités, il faut des générations et donc le plus important est aussi d'apprendre à nos enfants à être de bons gardiens de la nature. mais ce qu'il y a, c'est que là, on n'a plus beaucoup de temps, en fait, hein. On va pas pouvoir attendre des générations, pour réaliser, pour opérer les changements qui doivent, être mis en place et on a une urgence qui est assez inédite aussi. Oui et en même temps, justement, c'est maintenant que tout se joue, c'est-à-dire le changement Oui. culturel, il est là. Les jeunes générations, elles sont très conscientes de ce qui est en train de se passer. Elles grandissent avec cette culture un peu du risque, c'est-à-dire elles savent ce qui va arriver et elles sont, plus sensibilisées que n'importe quelle génération avant elles. Mmh. Donc j'espère que ça va aller assez vite maintenant. Alors, dans ce préambule, tu expliques aussi par rapport aux peuples autochtones, je te cite: «La révélation qu'a représenté le fait de voir notre culture occidentale à travers leurs regards et leurs luttes». Comment est né cet intérêt pour les peuples autochtones et cette envie qui est apparemment, parallèle, cette envie de décentrer ton regard, de te décentrer? Alors, c'est venu en fait d'un espèce de ras-le-bol aussi, faut le dire, de la manière de militer, un peu classique, en Europe. C'est-à-dire j'avais l'impression de faire énormément de choses, de dépenser une énergie considérable. Alors j'écrivais des recours, je me suis battue contre la centrale, de Flamanville. Il y a eu Notre-Dame-des-Landes évidemment, on était des milliers à se mobiliser contre Notre-Dame-des-Landes, et d'autres sujets sur lesquels j'étais extrêmement, active et en fait, je ne voyais pas les choses avancer. C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait, un pouvoir politique, absolument sourd à, nos revendications, qu'il fallait marcher, dans la rue, chaque année, il y avait des marches à Notre-Dame-des-Landes et on n'avait pas l'impression que ça bouge, pour autant. Des recours, j'en ai déposé, j'en ai perdu beaucoup et donc c'était un espèce de ras-le-bol de voir les choses qui n'avançaient pas et pour autant, une fatigue considérable parce que j'y mettais une énergie, dingue et donc je me suis dit que peut-être j'arriverais en partant, en allant voir comment ça Mmh. se passe ailleurs, j'arriverais à trouver des solutions plus utiles que celles qui, je voyais bien, me laissaient trépigner sur place, de ne pas pouvoir obtenir des victoires et donc partir en Guyane, alors c'était, j'y suis allée parce qu'on m'a demandé d'y aller aussi évidemment, j'ai pas fui comme ça la Oui. France métropolitaine, mais on m'a proposé d'aller travailler là-bas auprès des peuples autochtones et j'ai accepté parce que j'ai trouvé que c'était un challenge très intéressant, que je les avais rencontrés et que, c'était comme une bouffée d'air frais. Eux, ça fait
des centaines d'années qu'ils résistent justement, que leur culture résiste au colonialisme, à l'extractivisme, au pillage de leurs richesses et ils ont réussi à préserver leur identité, à préserver leur mode de vie et j'avais envie de comprendre du coup, mais comment est-ce qu'ils avaient réussi à faire ça? Quels étaient les fondements de leur société qui permettaient à ces peuples, en fait, de continuer à défendre leur identité? Et donc heu et donc c'est en travaillant, à essayer de comprendre, donc j'ai beaucoup écouté, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup appris et écouté et ça m'a permis justement d'avoir ce reflet de nous, de notre société, de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut changer et d'essayer de Mmh. comprendre quels mécanismes nous pourrions déconstruire dans notre droit qui bloque, qui fait obstacle, en fait, à un avenir meilleur et qui nous permettent de revenir à une nouvelle réflexion, à reconstruire en fonction justement de l'avenir que nous voulons avoir ensemble. En fait, on voit bien, au fur et à mesure que tu parles qu'effectivement tu as un esprit qui fonctionne beaucoup en établissant des en faisant des synthèses parce que déjà dès le début, quand tu as parlé du droit comparé, il y avait déjà cette idée de comparer, de parallèle et de prendre du recul par rapport à un système dans lequel on est Oui, je pense que et c'est fondamental de prendre ce recul parce que quand on ouais. est, au milieu du problème, on nage dans ce problème, on n'a pas, suffisamment en fait le panorama complet de quel est le problème, quelles sont les racines, qu'est-ce qui fait que justement on a telle ou telle solution qui est une crispation et on voit que son adversaire en fait. Le problème, c'est qu'on voit, que ce qu'il y a en face de nous, la partie la plus visible de l'iceberg, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, tous les problèmes, toute la société justement qui est ancrée dans certains dogmes ou en tout cas certains paradigmes toxiques et justement en allant voir, bah, comment d'autres peuples ont réussi à construire leur civilisation, ça nous permet pour une fois déjà d'observer, d'être dans une position non plus de combat, mais d'écoute et donc d'apprendre d'autres choses et puis moi, j'ai appris du coup beaucoup de choses, qui justifiaient pour moi justement, le fait que ces peuples aient pu, eux, grâce à des structures différentes de sociétés, évoluer de manière cohérente avec aussi le fonctionnement des écosystèmes, donc sans remettre en question justement la préservation de la nature, tout en se développant, en allant chercher le bien-être de tous les individus du corps social et non plus de quelques-uns qui tirent profit justement, des inégalités, qui affectent tous les autres et donc là, c'est vraiment en regardant comment fonctionnent d'autres peuples qu'on peut se dire et identifier tout ce qui va mal dans nos sociétés et tout ce à quoi on pourrait remédier pour tenter de trouver un nouveau modèle, qui nous permette à la fois de répondre à une crise sociale, mais aussi à une crise écologique. Alors justement, tu replaces, aussi les cas particuliers de Montagne d'Or et des forages offshore dans un contexte beaucoup plus large dès le début, comme tu viens déjà un petit peu de nous en parler. Tu écris: «Sur les traces de l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano, auteur de l'ouvrage Les veines ouvertes de l'Amérique latine», dans lequel il relate l'histoire d'un continent façonné dans la boue et le sang par la colonisation européenne et les entreprises minières. Et tu écris: «Je suis allé constater de mes yeux les séquelles de cette prédation et les conséquences structurelles, politiques et économiques pour les populations locales et les écosystèmes». Et plus loin, tu poursuis: «Ainsi, il m'a été donné de voir sous un nouvel angle les impacts de la déconnexion de notre civilisation avec le vivant». Comment est-ce que tu établis et à quel moment dans ton parcours un lien de cause à effet entre notre déconnexion du vivant et ces grands projets? Alors, je pense que, ça a été durant le débat public avec la société Montagne d'Or, puisque, en fait, la première chose qui nous touche quand on arrive en Guyane française, c'est évidemment cette forêt. Mmh. Qui est absolument sublime, qui où la vie est partout, tout le temps. C'est-à-dire que de nuit et de jour, vous avez ces bruits en permanence, du vivant qui sont là avec vous. La nuit, c'est les singes, enfin le matin surtout et la nuit, tout un tas de bruits, d'insectes, de grenouilles, et toute la journée, ces chants d'oiseaux qui vous accompagnent absolument partout et j'étais, complètement emportée quoi par, cette beauté de cette nature brute et en parallèle, ça me choquait d'autant plus d'être, durant le débat, justement sur le projet Montagne d'Or, donc le projet de mine industrielle, confrontée à des personnes qui n'avaient apparemment aucune sensibilité pour la beauté de ce territoire amazonien et qui froidement
nous présenter leur projet qui n'était ni plus ni moins qu'un énorme trou, exploser avec de la dynamite, la terre pour en faire sortir, sa substantifique moelle, c'est-à-dire aller chercher à vraiment, aller dans les entrailles pour prendre ce qui ne leur appartient pas et ça me choquait parce que le la violence du contraste entre justement ces peuples qui, eux, préservaient cette terre qui était la leur, qui, dans son sol, n'a pas que de l'or, mais aussi tous les vestiges de leur Mmh. civilisation, les morts de leurs ancêtres et tous ces savoirs qui sont aussi présents, dans cette forêt. Eux qui étaient en première ligne justement pour défendre, leur territoire et qui s'adressaient avec des mots très simples, nature en fait et qui parlaient vraiment, avec leurs mots à eux pour dire justement cette importance de préserver ces arbres, ces cours d'eau sacrés à leurs yeux et puis de l'autre côté des personnes pardon, hein, mais en costard, très bien, très chic, mais incapables de comprendre, le scandale que représentait leur projet, stoïque par rapport à cette souffrance, exprimée par ces peuples et il fallait que les peuples, et notamment je repense au leader de la jeunesse autochtone de Guyane, Christophe Pierre, qui leur a dit: «Mais vous venez creuser dans nos cimetières. Est-ce que si moi j'allais, au cimetière du Père-Lachaise, chercher les bijoux dans les tombes de vos morts, vous seriez d'accord?» Et même là, ils ont pas réalisé la gravité de ce qu'ils étaient en train de faire et Christophe, avait beau leur dire: «Mais on ne veut pas que vous replantiez des arbres dans 30 ans pour réhabiliter le site. On veut que vous laissiez nos arbres tranquilles, que vous vous en alliez, que vous retourniez d'où vous êtes venus avec votre projet». Et c'était vraiment une confrontation extrêmement forte entre justement ceux qui savent qu'ils appartiennent à la terre et ceux qui pensent que la terre leur appartient. Et ça, c'était pour moi une vraie prise de conscience justement de cette indécence qui naît aussi de cette déconnexion avec le vivant. C'est-à-dire que, cette prédation, elle est liée au fait que les humains se sont pour certains complètement coupés de la nature et ne voient même plus l'obscénité qu'il y a à aller chercher comme ça dans les entrailles, fouillées dans la terre et j'aime beaucoup Eduardo Galeano parce que justement, il rapporte des écrits des premiers chercheurs d'or qui viennent justement conquérir l'Amérique du Sud et il dit, les paroles qui avaient été dites à l'époque par les peuples autochtones, conquis, disant, «Ils fouillent la terre comme des porcs à la recherche d'or pour nourrir leur faim» et le symbole, l'image est très forte pour moi parce que justement ces peuples ne comprenaient pas pourquoi ces gens retournaient la terre et avaient ce besoin de la détruire pour aller, avidement chercher quelque chose au fond du sol et en fait, on a la même chose aujourd'hui. Des centaines d'années plus tard, c'était exactement la même chose, cette même avidité, cette même indécence et donc ça m'a beaucoup frappée de le voir aussi de mes yeux, qu'on en était finalement toujours là, que notre Oui, société c'est un européenne peu désolant. voilà, quelle était l'évolution de notre société européenne? On avait déjà pillé et détruit l'Amérique du Sud en arrivant, en mettant les pieds sur ce territoire et puis des centaines d'années plus tard, c'était encore et toujours le cas et c'était toujours ces mêmes mécanismes qui se mettaient en place sur ces territoires et c'est ça qui m'a le plus choquée en fin de compte. À partir de là, donc quand tu t'engages par rapport à la Guyane, tu vas, progressivement fouiller dans l'histoire et dans le droit pour mieux comprendre la situation de ces peuples autochtones en Guyane française. Donc on voit par tous les angles, hein, tu essaies de comprendre et ça c'est tout à ton honneur, je trouve, parce que c'est pas juste aller chercher leurs paroles, leurs ressentis et leur il y a, toute une démarche de par tous les angles d'essayer de vraiment de se faire une idée de cette situation, tellement particulière de ces peuples autochtones en Guyane française et notamment cette recherche, tu l'as fait par rapport aux terres et c'est assez étonnant et révélateur, j'ai trouvé. Par exemple, est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour nous donner une idée de ce contexte, qui est quand même bien particulier, de ce que sont les zones de droit d'usage collectif? Alors dit comme ça, bon, c'est pas ça donne pas forcément tellement beaucoup envie de d'en savoir plus, mais ces zones de droit d'usage collectif et l'accord de Cayenne, parce que je trouve que ça donne une idée un peu du contexte dans lequel, l'histoire, que tu vas vivre, se déroule après. Alors en fait, c'est un régime, ces zones de droit d'usage Mmh. collectif, c'est en fait, des zones qui sont attribuées par l'État français aux peuples autochtones pour que ceux-ci puissent continuer à chasser, à pêcher et à cueillir ce qu'il leur faut dans leur médecine traditionnelle ou pour leur repas. C'est un modèle en fait pernicieux parce que, il place les peuples autochtones de Guyane premiers habitants
dans la situation de devoir quémander à l'État français des terres coutumières qui leur reviennent en fait de droit et Mmh. qui étaient leur territoire avant la colonisation. Et donc aujourd'hui, évidemment, il y a des revendications pour faire évoluer ce statut qui n'est plus adapté, à leur mode de vie et qui est profondément injuste, voire même humiliant pour ces peuples qui ont toujours été là. Et donc, j'étais arrivée en fait en Guyane dans le cadre du travail, effectué par les peuples autochtones pour la restitution de 400 000 hectares de terre qui leur ont été promis en fait par le gouvernement français. C'est-à-dire que en 2017, il y a eu des émeutes justement parce qu'un ras-le-bol, alors qui touchait évidemment les peuples autochtones, mais également d'autres, franges de la société guyanaise qui font aussi face, au chômage, à l'insécurité, au trafic, pas que d'or, au trafic Oui, aussi, de drogue, de prostitution et donc un ras-le-bol dans cette société d'être, des des citoyens de seconde zone en fait et l'État français à l'époque s'était engagé à restituer 400 000 hectares de terre donc aux, 6 nations autochtones, puisqu'il y a 6 nations en tout, sur le territoire, de la Guyane française et donc ils avaient besoin d'un soutien juridique et ils m'ont demandé si je voulais bien, venir travailler avec eux sur ce sujet-là. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à réfléchir et à creuser la question de l'histoire de ces villages pour comprendre comment ils s'implantaient sur des territoires, comment ils, faisaient en sorte de répartir les terres entre eux, justement, pour rechercher, en fait, le bien de tous les habitants, c'est-à-dire pouvoir assouvir ses besoins alimentaires, pouvoir, protéger sa famille dans sa propre maison et oui. construire une vie, communautaire, en fait, de cette manière-là et donc évidemment, ça m'a renvoyé à la structure de nos propres villes, de nos propres villages, notre structuration politique, notre organisation sociale et en observant justement ces choses-là, je me suis posé la question de savoir est-ce que finalement ce lien à la terre, il est pas aussi là? C'est-à-dire eux ont réussi à garder une propriété collective. Ils refusent des propriétés privées sur la terre parce qu'ils considèrent que c'est le début des inégalités. C'est-à-dire qu'à partir du moment et Karl Marx l'avait dit aussi, hein, d'ailleurs, c'est-à-dire que la propriété dans certaines circonstances, en fait, elle accentue, les inégalités entre les individus et eux, en fait, ont ce sentiment que pour le bien de tous, il faut garder la propriété, et en fait, c'est pas vraiment une propriété, c'est une forme d'usage collectif de ces terres et donc, ensemble, on a réfléchi à comment structurer un office foncier, c'est-à-dire, en fait, un peu tiré justement de ce qui existe déjà en France, une institution qui serait capable de gérer de manière collective ces terres pour que chaque peuple ait accès à la terre, de manière égalitaire en tout cas et qu'il puisse y avoir des projets qui se mettent en place et qui soient enfin une forme d'autogouvernance, de ces peuples. Et ça évidemment, c'est ce que, la France ne voyait pas du tout d'un bon œil puisque c'était d'une certaine façon de leur donner une autonomie que la France, par la politique assimilationniste qui est mise en place sur le territoire depuis des années maintenant, refuse de voir évidemment, s'implanter. Et donc on a été sujet à beaucoup de conflits, avec, la les différentes, autorités, qui voyaient ça, d'un mauvais œil, ce qui était en train de se passer. D'ailleurs, il faut bien le dire qu'aujourd'hui, on est en 2021, ça fait donc, Mmh. 4 ans, puisque c'était en avril, hein, 2017, 4 ans que, les peuples autochtones ont obtenu cette promesse de la part du gouvernement et que rien n'a évolué et qu'aucune terre n'a été restituée à ces peuples parce qu'il manque encore l'outil justement, cet office D'accord. foncier pour leur permettre d'aboutir et d'obtenir leurs terres et donc, aujourd'hui, on voit bien la crispation vient aussi de cette terre, mais de l'autre côté, évidemment, il faut se poser la question, mais pourquoi y a-t-il ces crispations? Bah, tout simplement parce que justement, il faut implanter des projets miniers, il faut implanter des projets, d'agriculture en monoculture. Maintenant, on a aussi des projets de centrales, qui fonctionnent au bois énergie, planter du bois, pour pouvoir brûler dans nos centrales, planter du soja pour faire de l'huile et tous ces projets, en fait, qui compromettent évidemment les terres ancestrales autochtones et leur accession à, leurs terres, traditionnelles. Donc, il y a une confrontation de 2 mondes qui est particulièrement intéressant à observer en Guyane française. Alors dans le chapitre 2,
Tu nous entraînes là en immersion totale dans cette forêt amazonienne que tu nous décris, où tu pars dans des villages reculés, où il faut des heures de pirogue pour accéder. Vous dormez dans des hamacs, souvent trempés par la pluie. Vous êtes sur le fleuve au milieu de violents tourbillons. Tu décris la nature si puissante et toi si vulnérable. Et je me suis demandé si tu n'avais pas douté par moment du bien fondé de ton entreprise. Alors, c'est vrai qu'à certains moments, j'étais pas particulièrement à l'aise et notamment parce que j'étais obligée en fait, j'étais totalement livrée à mes hôtes, c'est-à-dire, ces peuples autochtones qui avait, en fait, vraiment la responsabilité, de moi en entier parce que je ne pouvais pas assurer ma survie, sans eux. C'était le piroguier était le seul à connaître, le fonctionnement du fleuve. C'est-à-dire que lui a une connaissance tellement innée de ce fleuve, il l'a tellement arpenté de long en large qu'il sait exactement, sous quel tourbillon et quelle pierre, comment l'éviter alors que moi je ne vois rien dans ces situations-là. Je suis aveugle et de la même façon, eux sont capables de se nourrir dans un endroit où moi je ne pourrais que dépérir et donc c'est je me suis complètement livrée, c'est-à-dire j'ai vécu ça, j'ai suivi, j'ai observé, j'ai appris et je n'avais, aucune manière, d'avoir un contrôle particulier sur la situation et en même temps, du coup, c'est vrai que ce genre de situation vous ramène aussi à ce que vous êtes, c'est-à-dire finalement pas grand-chose par rapport à la force de la nature et ça, on a tendance à l'oublier, je trouve, quand on vit dans les villes. C'est justement que l'être humain n'est pas grand-chose, n'est en aucun cas maître de la nature, maître et possesseur parce que justement, la nature nous dépasse totalement. Quand on est plongé dans la nature, on se rend compte de la dimension et de la force, de ces écosystèmes et en Guyane française particulièrement parce que ces écosystèmes, ils sont, brute, en fait. Autant les fleuves, vous n'avez aucune chance si vous tombez à l'eau dans un fleuve, amazonien et si vous vous perdez dans la forêt, ben, c'est pareil. La forêt, elle vous prend et c'est vraiment, ravenir, en fait, à cet état qui est très important parce qu'on se rend compte que, justement, l'être humain, sa place n'est pas au sommet de la pyramide. Si on prend, justement, on s'extirpe, enfin de cette condition, de maître et possesseur et qu'on revient à cette dimension de part du vivant où nous-mêmes nous appartenons à cette communauté du vivant. Enfin, on peut avoir cette nouvelle réflexion et ça, c'est extrêmement important. J'étais très heureuse de vivre ça, même si des fois j'étais pas rassurée, c'est vrai. J'ai lâché prise et j'ai fait en sorte que ça se fasse et de le vivre entièrement, en fait. Oui, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que tu racontes, dans les premiers villages et où tu avec les premières aventures, on peut dire et en fait, tu racontes que tu essaies vraiment de reprendre pied parce que tu veux pas passer pour une touriste. C'est quand même important aussi de de sauver la face pour, réussir à arriver au bout de cette, parce qu'en fait, on n'a pas expliqué, mais pourquoi tu es partie faire cette tournée des villages qui sont très reculés? Alors en fait, à la base, j'accompagnais un projet, autochtone avec, donc la jeunesse autochtone de Guyane, qui est une organisation de jeunes, qui regroupe, des différents, villages, des jeunes au sein des villages qui viennent de ces 6 nations différentes et qui justement confrontés à la perte, de cette identité autochtone, avaient envie justement de transmettre, notamment par le biais des films du coup, cette identité autochtone puisqu'en fait, il y a énormément de films aujourd'hui qui traitent des sujets, amérindiens ou autochtones en général, mais rarement des films qui sont faits par des réalisateurs autochtones et Voilà. donc leur Mmh. ambition, c'était de montrer ce patrimoine et comment il peut se transmettre aussi à travers des arts, qui sont nouveaux, qui parlent du coup aussi à la jeunesse et donc on était arrivé avec, une liste, de films qu'on montrait comme ça dans les différents villages. Alors pour moi, c'était évidemment, moins le fait de montrer des films que, de sensibiliser ces peuples autochtones aussi à des questions, de droit. Parce que j'y suis allée en tant que, juriste, ils avaient beaucoup de questions, ils n'avaient jamais vu une avocate avant. Personne n'était allé les voir, Mmh. sur le fleuve et donc ils avaient énormément de questions vis-à-vis de leur droit à la scolarisation, de Eh leur oui. droit à chasser, à pêcher, à continuer à vivre comme ils le faisaient, comme avant et puis leur droit aussi d'être protégés vis-à-vis, de ces projets miniers et donc on a beaucoup échangé. Alors j'ai surtout appris d'eux évidemment, mais quand j'ai pu, j'ai essayé de leur donner des informations sur ce que sont leurs droits et comment justement dans cette société, ils peuvent aussi, se défendre vis-à-vis de ce qui parfois constitue des attaques
face à leur mode de vie traditionnel. Et alors après, pour revenir à cette situation, particulière de la Guyane, tu expliques aussi qu'en 1949, la France a créé le service des populations primitives, mais aussi les Les Hom indiens. pour une éducation à la française qui, va en fait, laisser quelques séquelles. Oui, tout à fait. Alors, faut bien avoir en tête qu'en fait, Mmh. donc la Guyane était une colonie, hein. Le ministère des outre-mer avant, c'était, le bureau des colonies. Donc, il y a toute une évolution dans notre sémantique. Mais le rapport de domination, lui, il est toujours là. C'est-à-dire que, comme dans de nombreux États, dans le monde, on parle beaucoup du Canada, des États-Unis, on a tenté d'assimiler ces peuples, de détruire leur culture et de faire de leurs enfants de bons petits Français, qui vont à l'école de la République et qui chantent, et je l'ai vu, hein, Une souris verte, et ce genre de chansons, à l'école qui apprennent donc, l'ensemble de notre répertoire culturel, européen mais qui n'apprennent pas, leur culture malheureusement et qui du coup sont séparés de leurs racines et donc Nous non plus d'ailleurs, on n'apprend pas tellement leur culture, non, nous nous en évidemment, on n'a métropole. Mmh. aucune idée de qui ils sont, de quels sont, leurs savoirs, d'où vient leur identité. Moi, je n'avais jamais entendu parler des peuples autochtones jusqu'à justement, être confrontée à cette situation en Guyane, parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on apprend à l'école malheureusement, alors qu'eux apprennent notre histoire, pardon et donc il y a eu une tentative, hein, d'assimilation, de ces peuples qui continue d'ailleurs aujourd'hui puisqu'on essaye justement, de faire en sorte que leur village soit, maintenant dans les villes, donc dans un schéma classique avec un maire, avec, des employés de mairie, une structure, comme on aime bien, chez nous. Sauf que ce n'est pas leur structure traditionnelle, ça n'a rien à voir avec leur structure traditionnelle. Il faut bien voir que ce sont des peuples qui majoritairement sont des structures sans chef. Parce que ce sont des petits groupes d'individus d'une cinquantaine, à l'origine environ, des peuples qui étaient semi-nomades, c'est-à-dire avec une implantation, mais qui, au Mmh. gré des saisons, justement, se déplaçaient dans la forêt et donc ils n'avaient pas du tout une mairie, un centre des impôts, une poste. Tout ça, c'est arrivé sur le tard et ça a complètement bouleversé, évidemment, leur structure sociale et donc, dans ce schéma-là, évidemment, ça a complètement transformé leur mode d'organisation, traditionnel et c'est ça aujourd'hui, qui m'a le plus marquée, c'est-à-dire que même en remontant le fleuve justement tout au fond de la forêt, dans une zone qui normalement devrait leur être réservée puisque c'est un territoire qui, pour y accéder, nécessite une autorisation de la préfecture. La France a gardé des régimes différents pour le littoral de Guyane, où là on peut se déplacer librement et l'intérieur du territoire où il faut faire une demande auprès de la préfecture à justifier, d'une raison, d'un motif pour aller visiter, les chefs ou les villages et donc il y a encore un statut un peu protecteur et pour autant, ce qui est très frappant, c'est que les enfants, même aujourd'hui, parce qu'on n'assure pas justement une éducation scolaire dans les villages, sont forcés de quitter leur maison, leur famille. Ils sont forcés d'aller vivre, dans des internats. Alors aujourd'hui, c'est plus des Hom indiens, ce n'est plus des internats catholiques, dirigés par des sœurs, mais ce sont, des internats, gérés, par, les pouvoirs publics et qui malheureusement sont enfin, c'est un échec cette politique parce que déracinés de leur famille, ils vivent, dans, ces internats où les taux de réussite scolaire sont extrêmement bas, c'est-à-dire l'échec, et le fait qu'ensuite ils reviennent en fait dans leur village sans avoir accompli, cette formation, sans avoir pu, finalement trouver un emploi aussi et pour eux un échec, ils vivent très mal. Il faut avoir conscience qu'en Guyane française, le taux de suicide chez les jeunes est extrêmement élevé. On parle à 10 fois supérieur, au taux de suicide en France métropolitaine pour des jeunes du même âge. Il y a des jeunes qui sont très extrêmement jeunes, qui mettent déjà fin à leurs jours et ça montre bien qu'il y a un mal-être chez ces peuples qui sont à la fois tiraillés entre leur monde qui est en train de se déliter parce qu'ils sont, assimilés, à la France et puis ce mode de vie contemporain européen qui en fait ne leur ouvre pas vraiment les portes parce qu'ils sont défavorisés. Ils ne parlent pas du tout d'un même pied d'égalité. Ils sont, souvent en échec, ils tombent dans des circuits, de prostitution, de trafic et de clandestinité qui est extrêmement grave et donc il y a une situation sur ce territoire d'une violence inouïe vis-à-vis de ces peuples qui m'était méconnue et que j'ai voulu raconter parce que je pense que si justement c'était plus su, ce serait un véritable scandale
et aujourd'hui, on n'imaginerait pas une telle situation en métropole. Moi, j'envisagerais jamais de confier mes enfants à un internat, tout simplement parce que personne ne peut mieux que moi assumer le bonheur de mon enfant et donc aujourd'hui, c'est malheureusement ce qu'on fait subir à tous ces Amérindiens qui arrivent dans des villes sans avoir, justement jamais eu de contact avec ces civilisations et qui se retrouvent projetés dans un monde extrêmement violent et il fallait pour moi que je le raconte parce qu'on le trouve jamais ce genre d'informations dans les livres et pourtant c'est ça notre République aujourd'hui et c'est un vrai scandale. Et d'ailleurs, dans la façon dont on les considère et pourquoi il y a eu ces zones d'accès, réglementées, tu expliques aussi parce qu'il y avait des genres de safaris qui ont été organisés à une certaine époque, où on emmenait des groupes de touristes, comme on a eu les zoos humains ici. On allait, les regarder vivre, c'était pour l'exotisme, pour le voyeurisme. C'est ça, c'était le Club Med, hein, qu'on connaît, qui existe toujours aujourd'hui, hein, qui a organisé des petites sorties, cayennes, remontées en pirogue, aller photographier les peuples autochtones, les sauvages dans les Oui. villages et qui, bah, du coup, mettait en danger, en fait, ces peuples, à cause des transferts de maladies possibles justement avec des personnes qui sont normalement assez isolées et donc il a fallu évidemment mettre un terme et je pense que ça a été une décision qui a été saine, d'ailleurs pris en accord avec ces peuples, de restreindre l'accès à ces terres qui Voilà. sont les leurs Mmh. et qui a heureusement pendant un moment aussi, freiné, les les fantasmes aussi de certaines personnes, qui partaient aussi dans la forêt se perdre et qui malheureusement ont dû, en fait, donner lieu à des opérations de secours dans la forêt parce qu'en fait, on ne naît pas avec le savoir de la forêt, c'est un apprentissage. On en revient un peu là. Les peuples qui y ont grandi, qui ont vécu toute leur vie, eux, connaissent la forêt comme leur poche, mais pour nous, c'est un autre monde. C'est vraiment, quelque chose qui nous dépasse complètement, cette puissance de la nature et qu'il faut apprendre à apprivoiser avant de se lâcher comme ça dans la forêt. Alors les personnes, qui t'accompagnent sur place, qui sont, engagées aussi, certaines depuis longtemps pour la reconnaissance de leurs droits et tu dis que les zones de droit d'usage collectif dont on a parlé sont des régimes obsolètes vu les progrès réalisés ailleurs. Alors est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'endroits où ça fonctionne mieux pour montrer Alors, que c'est possible? bah, rien qu'en France, déjà, il y a Oui. des endroits où ça fonctionne mieux. Puisque, le statut, par exemple, des terres coutumières kanaks, donc en Nouvelle-Calédonie, puisque nous avons également des peuples autochtones de l'autre côté, de la planète, sur un territoire français. Les peuples autochtones, kanaks, eux, se sont battus, ont versé leur sang malheureusement pour réussir à arracher à la France des droits supplémentaires justement sur leurs terres, puisqu'on a eu des accords qui ont été, signés à la suite des combats qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie et qui a accordé un nouveau régime aux terres, coutumières. Donc sur les terres coutumières, ce sont les peuples autochtones qui s'autogouvernent et qui décident justement des règles applicables et donc on a 2 systèmes. On a d'un côté le code civil français et un code coutumier qui est vraiment l'affaire des peuples autochtones et donc forcément, un modèle qui est plus respectueux évidemment de leur mode de vie, ancestral. Donc rien qu'en France, on sait déjà qu'on peut mieux faire et puis après, il y a évidemment d'autres États dans le monde où la question, de la protection des terres autochtones a avancé, plus vite. Par exemple, du coup, dans les terres, qui sont, démarquées, au Canada, mais aussi, des systèmes qui ont été élaborés, dans les pays du nord de l'Europe où, par exemple, avec les peuples samis, il y a eu, des parlements samis, donc mis en place dans d'autres territoires où justement on a vu qu'il y avait un besoin de représentation plus fort de ces peuples, notamment sur les questions évidemment qui touchaient à leur culture, à leur éducation, à leur tradition et donc on a des modèles aujourd'hui. Alors je dirais pas qu'il y a des modèles parfaits, puisqu'on le voit malheureusement, il y a toujours encore cette réticence de la part, de l'oppresseur, du colon, de continuer à garder la mainmise sur, finalement, le pouvoir central. Mais il y a des États où justement il y a un plus fort partage de, ces pouvoirs et notamment en France où on voit bien que justement avec, notre droit actuel, on est capable de laisser de la place à cette culture autochtone et à faire une séparation entre, certains régimes qui nous permettent de respecter leur identité. Page 58, tu écris, tu l'as évoqué déjà un peu tout à l'heure, le, protocole d'accord signé avec le ministère des Outre-mer en 2017 mentionne une rétrocession de 400 000 hectares, mais les leaders insistent bien sur le fait qu'il s'agit d'une restitution.
Il rappelle que les terres autochtones n'ont pas été cédées à la France et que le colonisateur les a purement et simplement accaparées. Malgré ce faux pas, écris-tu, l'État français reconnaît pour la première fois que les territoires de Guyane appartenaient aux Premières Nations. De plus, en s'engageant à mettre en place un office foncier autonome, il leur reconnaît également le droit de décider souverainement de l'avenir des 6 nations amérindiennes de Guyane. Ça avait l'air plutôt pas mal, non? Sur le papier, ça avait l'air vraiment bien et Oui. on a travaillé pendant des mois justement à tenter de faire aboutir. Alors, en gros, on s'y est pris en organisant des séminaires, en faisant venir les chefs. Moi, j'étais Mmh. allée dans les villages pour, comprendre, en fait, leur histoire et donc aussi leurs problèmes. Parce que, de leurs premières implantations jusqu'à aujourd'hui, souvent, il s'est passé de très nombreuses années et donc Ouais. leurs besoins ont évolué et par exemple, aujourd'hui, ils sont, souvent, face à des problèmes, de squat sur leurs terres, de vol et du fait aussi qu'ils ne soient pas raccordés à l'eau, à l'électricité, alors qu'aujourd'hui, ils progressivement, parce que justement ils s'intègrent dans notre société, c'est une demande qui est tout à fait légitime de leur part de dire, il n'y a pas de raison que demain l'électricité ne passe pas par leur village à eux aussi et donc il y a tous, ces besoins qui sont exprimés évidemment, par, les différents villages et donc je suis allée les rencontrer et ensuite j'ai rassemblé les chefs pour écrire, tenter d'écrire justement un texte, qui leur convienne pour, créer cet office foncier amérindien et donc il y a vraiment une volonté chez eux, voilà, de trouver, un nouveau mode de gouvernance. Ils refusent, jusqu'à aujourd'hui encore, justement, d'adopter le modèle qui est le nôtre, de passer en propriété privée parce que, on le voit dans certains villages, justement, c'est très intéressant, notamment au village Bellevue, qui est un village vraiment au milieu de nulle part, sur le littoral de Guyane, qui n'a ni accès au téléphone, ni à internet. Vraiment, un endroit, où le statut du village est vraiment encore entre 2 mondes, eh bien, on le voit, l'État français, et notamment la mairie, locale, essaye de promettre aux habitants une parcelle pour 1 € symbolique, en propriété privée, ce serait chez eux et en fait, les sages du village, les chefs, savent très bien que ça, c'est un nouveau coup porté à leur structure sociale parce que le but est in fine de faire en sorte qu'ils ne tiennent plus en propriété collective, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent plus ensemble, mais qu'au contraire, ils soient chacun de leur côté éparpillés avec des titres individuels et ça, les chefs ont bien compris que c'était extrêmement dangereux parce qu'on pourrait du coup leur racheter leurs terres en soudoyant des individus. C'est plus facile évidemment que de s'en prendre Mmh. à un collectif et évidemment en les mettant par exemple en faillite parce que ça voudrait dire aussi, des impôts, qu'ils ne peuvent pas assumer et finalement on finirait par les expulser ou racheter leurs terres et du coup détruire leur village et donc ça évidemment c'est une menace qui plane et on le sait donc du coup c'est vraiment ce que j'ai observé, c'était que la propriété privée et cette intrusion finalement du modèle occidental, c'était vraiment ce qui mettait finalement le plus en danger, leur structure et leur identité, commune et donc c'est aussi, en retour, on se pose la question en tant qu'individu, é évidemment, est-ce que nous sommes bien protégés en France avec notre modèle? Est-ce que finalement justement, moi qui vis à Paris, qui ne connais même pas les gens qui vivent sur le même palier que moi, je suis bien protégée? Est-ce que finalement, est-ce que leur modèle n'est pas une solution aussi pour nous dans les villes, dans les villages, pour retrouver, plus de force. On le voit par exemple dans les mouvements, par exemple dans la gestion de l'eau. Aujourd'hui, on a beaucoup de questionnements justement autour de, la remunicipalisation de la gestion de l'eau dans les villes et dans les villages parce qu'on a laissé la main à, des entreprises privées qui justement, pris individuellement peuvent tous nous prendre à la gorge, avec des tarifs prohibitifs, avec des services qui ne sont plus à la hauteur et on se pose cette question de remettre du commun et le collectif au centre. Et donc, Mmh. on le voit bien aujourd'hui même, en Europe, on se repose la question de: «Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la destruction du collectif? Est-ce on ne devrait pas faire un retour en arrière et nous protéger en tenant ensemble?» et c'est ça qui, je pense, est aussi la clé et finalement un de ces enseignements, à tra que j'ai appris à travers leurs yeux à eux et leur lutte, en Guyane. Oui, tu dis d'ailleurs que c'est le plus gros choc intellectuel que tu aies eu à vivre depuis que tu étais arrivé en Guyane, quand tu réalises que pour eux, la propriété privée
n'existe pas. Et je trouve ça intéressant parce que toute la façon dont tu en parles, c'est pas non plus en idéalisant leur modèle, mais c'est vraiment comme tu l'as expliqué depuis le début, depuis le droit comparé, c'est vraiment toujours en essayant de réfléchir à un système par rapport à un autre, à une approche par rapport à une autre et à tirer le meilleur et le moins bon de chaque. Et puis, ensuite donc on entre dans le chapitre de l'affaire Montagne d'or et tu nous offres là un petit retour historique que j'ai trouvé, bienvenu sur le mythe de l'Eldorado et des chercheurs d'or. C'est la fin de la première partie de cette interview de Marine Calmet. Vous pouvez dès maintenant écouter le second et dernier épisode. Nous y parlons des 3 années de mobilisation contre le projet de mine industrielle Montagne d'or en Guyane française et des carences de notre société et de nos lois pour protéger la nature. Marine Calmet nous propose aussi des pistes et des outils pour devenir gardien de la nature. À tout de suite sur le second épisode. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.